Souvent, les chaînes YouTube tentent de verser dans le sensationnel pour faire des vues. Et les histoires de fantômes et de maisons hantées, on en voit très souvent. Mais malheureusement pour vous, cette fois-ci, c'est un autre genre de maison hantée dont je vais vous parler. Mais celle-ci risque de vraiment vous rendre paranoïaque. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire connue sous le nom du Spider-Man de Denver. Bienvenue pour votre dose de frissons. Aujourd'hui, c'est une première parce que c'est un premier true crime, donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez ça, si vous en voulez d'autres et surtout à vous abonner parce que ça nous fait déjà de 1 extrêmement plaisir de vous voir de plus en plus nombreux et ça nous tient vraiment à cœur quoi. Et maintenant, trêve de plaisanterie, c'est parti. Le mystère. Le soir du 17 octobre 1941, une voisine s'inquiète. Elle a invité son voisin Philip Peters à dîner chez elle parce qu'il est seul chez lui depuis près de 2 semaines car sa femme est hospitalisée. Alors, ne vous inquiétez pas, Madame Peters, suite à une chute en fait, a juste une fracture de la hanche. Mais tout va bien pour elle, on s'inquiète même plutôt plus pour Phillips, âgé de 73 ans. Parce que je vous le rappelle, on est du coup en 41 et le partage des tâches, c'est pas vraiment à la mode à ce moment-là. Et l'expérience culinaire de Monsieur Peters doit se résumer à mettre des pâtes dans de l'eau bouillante. Et ce n'est pas à 73 ans qu'il va se mettre aux tâches ménagères. Donc heureusement pour lui, le couple s'entend très bien avec leur voisinage et du coup, il l'aide à lui préparer des repas ou en l'invitant, comme ce soir. Parce que manger c'est bien, mais à son âge, rester seul chez lui toute la journée, ce n'est ni très prudent, ni très bon pour son moral, il faut bien l'avouer. Revenons donc à nos moutons. Donc une voisine s'inquiète et ce n'est pas dans les habitudes de Monsieur Peters d'être en retard. Alors la voisine, ne le voyant pas arriver, décide d'aller le voir. Arrivée sur son perron, la maison est intégralement plongée dans l'obscurité et lorsqu'elle sonne à la porte, personne ne lui répond. Ce qui fait qu'elle commence réellement à s'inquiéter encore plus parce que pas un bruit, pas une lumière, ça ne présage vraiment rien de bon. Elle décide donc de réunir quelques habitants du quartier et ensemble, ils retournent à la maison des Peters, histoire de voir s'ils peuvent obtenir une réponse ou, dans le pire des cas, entrer pour voir ce qui est arrivé à Monsieur Peters. Et tout le monde dans le quartier panique. Alors, je tiens à préciser qu'on est dans les années 40 et donc l'espérance moyenne de vie d'un homme aux États-Unis à cette époque tourne autour de 65 ans. Donc avec ses 73 ans, en fait, Monsieur Peters, il est vraiment considéré comme quelqu'un de vraiment âgé. Et inévitablement, les voisins, ils se disent qu'il a peut-être eu un accident domestique ou un problème cardiaque. Et bien entendu, chacun y va de sa théorie et les gens sont de plus en plus angoissés. On tente alors d'ouvrir les portes, puis les fenêtres, mais elles sont toutes verrouillées et personne ne trouve de solution. Parce que oui, on est inquiet, mais de là à défoncer la porte de Monsieur Peters, on n'est pas trop chaud pour ça. Donc, à force de tourner autour du domicile et de tout essayer, une jeune fille remarque que l'une des vitres de la maison est branlante. Et en appuyant dessus, elle réussit à enlever le loquet et à l'ouvrir assez pour se glisser à l'intérieur. Et à peine 1 minute plus tard, un cri horrifié résonne dans la maison des Peters. Elle retrouve le vieil homme étendu sur le plancher du rez-de-chaussée et visiblement, il a été assassiné. L'enquête. Quand les policiers arrivent dans la maison, ils découvrent le corps de Philip Peters à moitié dévêtu et couvert de sang gisant en bas des escaliers. Le malheureux a été roué de coups. Il a plus d'une douzaine de blessures au niveau de son crâne et son agresseur a visiblement continué à le battre même après sa mort. On découvre de l'argent et une montre posée en évidence sur une commode, ce qui permet aux enquêteurs de tout de suite exclure l'hypothèse d'un crime crapuleux. Ce n'est pas un cambriolage qui a mal tourné. Dans la cuisine, un shaker en fonte, c'est une sorte de tisonnier, et une poêle en fonte aussi sont posés sur la table. Un poussiéreux, l'autre a été nettoyé avec une serviette tachée de sang, abandonnée juste à côté de ces 2 objets. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un shaker, c'est un gros manche en fer avec au bout une large partie en fer forgé. Ça servait un peu à remuer le bois et les cendres dans les anciennes cuisinières à bois. Pour faire simple, c'est une arme contondante en fer de plusieurs kilos. Et frapper à la tête avec ce genre d'arme, Monsieur Peters n'avait aucune chance de s'en sortir. C'est à ce moment-là que la police sait que soit l'assassin connaissait bien les Peters et les détestait, mais cela semble peu probable. Phillips étant un ancien contrôleur de train à la retraite, il n'a jamais eu d'ennemis, le couple n'a
aucun problème et on peut même dire qu'ils sont aimés de tous. Ou alors, il y a l'option 2 et on se trouve face à un détraqué, car seule une personne animée par la haine ou qui a perdu l'esprit continue de frapper sa victime même après qu'elle soit morte. Et cette option est bien plus problématique. Mais une chose intrigue les enquêteurs. Quelque chose ne colle pas sur la scène de crime. Et je vous laisse deviner. Toutes les issues sont verrouillées de l'intérieur. La chaînette de la porte d'entrée est mise. De plus, celle-ci était fermée. Donc, soit le tueur est un fantôme, ce qui est impossible, soit il se trouve toujours dans la maison. Les policiers commencent donc à fouiller minutieusement toutes les pièces, cherchant un endroit où il aurait pu se cacher. Mais à leur grande surprise, ils ne trouvent personne. Le meurtrier semble s'être volatilisé sans laisser aucune trace. Alors petit aparté, si tu veux encourager gratuitement la chaîne, le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de mettre ton plus gros like sur cette vidéo. Je dis ça, je dis rien. En attendant, je te laisse reprendre la vidéo. Les policiers sont dans une impasse. La maison hantée. 3 mois plus tard, en janvier 42, des enfants passent devant la maison des Peters, qui est inoccupée depuis le drame, Madame Peters étant toujours en rééducation suite à son opération de la hanche, mais étrangement, ils aperçoivent de la lumière à l'intérieur. Peu de temps après, une voisine qui regarde de par sa fenêtre déclare avoir aperçu le visage d'un spectre terrifiant derrière les carreaux de cette maison. Et après quelques secondes, il s'était fondu dans la pénombre et avait disparu. Pas besoin de vous dire ce qui se passe dans ces cas-là, mais les rumeurs commencent à circuler dans tout le quartier. La rumeur officielle étant que la maison est hantée par des esprits malfaisants et que c'est ceux-ci qui avaient tué ce pauvre monsieur Peters. Mais malgré toutes ces rumeurs, Madame Peters, une fois que sa fracture de la hanche va mieux et qui ne croit probablement pas aux fantômes, décide de retourner dans sa maison. En même temps, on parle ici d'une personne qui a connu les 2 guerres et la crise 29. À mon avis, il lui faut encore plus pour vraiment la déstabiliser. Un soir, alors que Madame Peters est seule chez elle, un bruit la fait sursauter et elle perd l'équilibre et tombe sur le plancher. Sa chute, elle est si violente qu'elle se fracture le fémur. Pauvre dame, elle vient à peine de se remettre de sa fracture de la hanche que, de retour, elle a encore une fracture de la hanche. Mais elle ne veut surtout pas retourner à l'hôpital et on peut vraiment la comprendre. Donc elle engage un garde malade. C'est une infirmière. Et celle-ci s'installe dans la maison à plein temps. L'infirmière, elle a bien entendu les histoires sur la maison dite maudite. Mais n'étant pas forcément impressionnable, elle n'y a pas vraiment accordé de crédit. Sauf que pendant son séjour, l'infirmière remarque qu'en journée tout semble tranquille, mais qu'à la nuit tombée, des bruits étranges et des cliquetis résonnent dans la maison. Et le plus étrange, c'est que ça semble provenir de l'intérieur des murs. Quand même un peu troublée, elle décide de prévenir la police qui vient inspecter les lieux, mais tout comme la première fois, elle ne trouve rien d'anormal. Sauf qu'un soir, l'infirmière qui se trouve au rez-de-chaussée voit apparaître un fantôme sur les marches de l'escalier, qui fait claquer ses dents et qui la fixe avec un regard terrifiant. Affolée, la jeune femme s'enfuit sans attendre, elle court hors de la maison et donne sa démission dès le lendemain. En même temps, on peut la comprendre. Madame Peters, elle est toujours un peu bloquée avec sa jambe et elle se retrouve donc seule. Mais une voisine charitable propose de prendre soin d'elle le temps qu'elle aille mieux. Elle est si serviable qu'elle dormira régulièrement chez la vieille dame. Mais une nuit, un bruit bizarre arrive de la cuisine et la réveille brusquement. La voisine n'est pas très branchée fantôme pour elle, c'est clairement un cambrioleur qui vient de s'introduire dans la maison. Elle se précipite donc dans la pièce sans même allumer la lumière et dans sa déposition, elle dira avoir aperçu une immonde créature qui ressemblait à un mort-vivant se tenant au pied de l'escalier. Alors pas besoin de vous dire qu'en voyant ça, elle se met aussitôt à hurler et à s'enfuir. Et encore une fois, la visite de la police ne donnera rien. La police prend les choses en main. Là, forcément, la police commence à tiquer. Il se passe un peu trop de choses autour de cette maison et ils n'ont pas trouvé le moindre indice, ce qui leur donne vraiment une mauvaise image auprès des habitants. Ils souhaitent donc alors mettre la maison sous surveillance constante. Et le fils des époux Peters a dû réellement insister pendant plusieurs jours pour que sa mère accepte de quitter la maison pour aller passer quelques temps chez lui dans le Colorado. Mais pourtant, je suis certaine que s'il avait été plus en forme, elle aurait pu attaquer le soi-disant monstre avec un balai et le faire sortir de chez elle. Mais son fils finit quand même par la convaincre et elle part au Colorado
quelque temps. Une fois parti, la maison est verrouillée et reste vide. Enfin du moins, c'est ce que l'on pense, en théorie. Le 30 juillet 1942, 2 hommes de la police de Denver sont juste en face de la maison des Peters pour voir ce qui s'y passe. Alors que le soleil commence à se coucher et qu'un facteur avance dans la rue, les 2 policiers le regardent distraitement pour tromper un peu l'ennui. Mais soudain, l'un d'eux aperçoit un visage dans la maison des Peters qu'il décrira comme ressemblant à celui d'un gobelin. Il apparaît brièvement dans l'ouverture de la fenêtre. Mais le policier arrive à faire signe à son coéquipier qui a juste le temps de l'apercevoir lui aussi. Un peu sous le choc, les 2 policiers retrouvent rapidement leur esprit et décident d'aller vérifier aussitôt la maison. Les 2 hommes descendent de leur voiture et pendant qu'ils courent pour traverser la rue, l'un d'eux porte son sifflet à sa bouche pour appeler des renforts. Ils prennent leur élan pour enfoncer la porte d'entrée et quand leurs épaules s'écrasent contre celle-ci, elles cèdent immédiatement. Mais la silhouette a déjà disparu. À l'intérieur, les meubles sont enveloppés de journaux, de vieux magazines sont étalés sur la table et une vieille photo se trouve sur le piano. Celle-ci montre un jeune homme plutôt maigre, une mandoline à la main. Les policiers, eux, commencent par fouiller le rez-de-chaussée et ils remarquent tout de suite une chose horrible. Enfin, c'est rien de visuel, mais plutôt une odeur. C'est une odeur épouvantable qui règne dans toute la maison, comme si quelque chose était en train de pourrir. Puis comme il monte les escaliers pour inspecter le premier étage, il remarque que la porte d'un placard se referme doucement. Il se précipite alors, l'ouvre violemment et aperçoivent 2 pieds nus sortant du plafond qui battent l'air. Un morceau de pantalon sort de la minuscule trappe et le policier l'attrape, mais il se déchire instantanément. Le policier comprend donc qu'il doit aller à l'essentiel et il saisit donc le pied crasseux et tente de le faire descendre. Son collègue, lui, derrière voudrait bien l'aider, mais c'est un minuscule placard et il n'y a même pas de place pour être à 2 dedans. Comme ça commence à s'éterniser, le policier choisit de tordre la cheville pour forcer l'assaillant à descendre. On entend alors un cri de douleur venir du grenier, mais la personne tient bon. Il faudra attendre encore plus de 5 longues minutes avant qu'il ne retombe par la trappe en perdant connaissance. L'inconnu du grenier. L'être humain qui se trouve à terre devant les 2 policiers est dans un état pitoyable. Il est si maigre, si dénutri qu'il semble pouvoir mourir à tout instant. Et en plus, il dégage une puanteur insoutenable. Ses vêtements sont littéralement en train de pourrir sur lui. Cette trappe, elle a pourtant été vue par les enquêteurs lors des précédentes visites. Mais vu sa taille, il s'était dit que personne ne pourrait y passer. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la maigreur de cette personne, la trappe du grenier fait environ 20 cm par 38. Et un clavier d'ordinateur classique mesure autour de 45 cm. Alors, bien entendu, les policiers n'arrivent pas à passer par la trappe pour voir ce qu'il y a en haut. Pourtant, l'un d'eux passe rapidement sa tête et décrit ce qu'il voit. Et surtout, ce qu'il sent. Il dit que la pièce, elle est large comme un cercueil, que c'est éclairé uniquement par une petite ampoule qui permet à peine d'y voir, qu'une vieille table à repasser est là et fait office de lit, et qu'il y a des magazines déchirés un peu partout sur les murs. Ça fait un peu une décoration très étrange. Mais le pire, ça reste l'odeur, car ce monsieur a fait tous ses besoins par terre dans une pièce qui n'est pas aérée. L'odeur a d'ailleurs failli faire vomir le policier qui avait juste glissé la tête pour voir ce qu'il y avait en haut. Quand l'homme reprit connaissance, il fut emmené quelques jours à l'hôpital pour des soins, puis emmené au poste de police où il racontera son histoire incroyable. L'histoire improbable de Theodore Coney. Alors, petit retour en arrière. Theodore Coney est né le 10 novembre 1882 à Petersburg, dans l'Illinois. Durant son enfance, le jeune garçon a toujours souffert de problèmes de santé. Il a une si mauvaise santé que les médecins lui ont toujours dit qu'il ne fêterait jamais son 18e anniversaire. À cette époque, ils étaient plutôt cash. Le jeune homme quitte donc l'école. Il ne travaille pas car sa mère s'y oppose par rapport à sa santé défaillante. Mais il donne parfois des cours de mandoline au Mandoline Club, un endroit un petit peu à la mode. Et de l'avis de tous, il est d'ailleurs plutôt doué. Sauf que Théodore, lui, il veut plus. Il veut profiter de sa vie, il veut voyager et il est clairement conscient que sa vie ne tient qu'à un fil. En plus, chez lui, il se sent comme une bête de foire avec tous les regards posés sur lui et les moqueries sur son apparence. Tout le pousse à fuir sa ville natale pour découvrir le monde. Et c'est ce qu'il fait en vivant donc de petits boulots à droite à gauche à travers les États-Unis. C'est en 1899, Théodore a alors 17 ans, qu'il se retrouve à arpenter les rues de Denver et qu'il entend
de la musique. Intrigué, il s'arrête et regarde à travers la fenêtre de cette fameuse maison. C'est là qu'il aperçoit un couple d'une 30aine d'années, le couple des Peters. Le couple vient d'acheter leur maison et ils ont l'air si heureux et si amoureux que Théodore sent monter en lui de la colère et de la jalousie. Pourquoi des gens auraient droit à ce genre de bonheur et pas lui? Ça n'était pas juste. Et sans même réfléchir, sans savoir pourquoi d'ailleurs, il décide d'aller sonner à la porte. Et finalement, ce n'est pas la fin à laquelle on pourrait penser où Théodore massacre le couple de rage. Non, ils vont discuter, sympathiser et même dans les mois qui vont suivre, les Peters vont même lui proposer de venir dîner régulièrement. Théodore va s'ouvrir au couple pendant ces soirées passées ensemble. Le jeune homme leur raconte son enfance dans l'Illinois, ses problèmes de santé, la mort de son père, et il leur dit aussi qu'il se sent très mal dans sa peau à cause des regards des autres et de leurs critiques. Le couple Peters, eux, le prennent un peu en pitié et tentent de fournir une oreille attentive et un peu de réconfort, mais ne peuvent pas vraiment faire plus pour lui. Quelques années plus tard, un soir où il neigeait, alors que Phil Peters rentre du travail, il a bousculé une silhouette élancée. Et immédiatement, il reconnaît le jeune homme qu'il recevait autrefois. Théodore lui a alors raconté que des hommes ont conseillé à sa mère de vendre leur propriété dans l'Illinois et d'investir dans une mine. Elle les a écoutés, mais qu'ils n'ont jamais revu la couleur de leur argent. Depuis, il travaille dans la publicité et il prend soin de sa mère. Touché par son histoire, Monsieur Peters, qui a la réputation d'avoir très bon cœur, l'a invité à dîner et a tenté de le réconforter du mieux qu'il peut. Et c'est au printemps 1912 que Philip Peter a à nouveau croisé Théodore Connet, 30 ans maintenant. Ce dernier lui parle de la mort de sa mère, lui expliquant que depuis, il ne sait pas quoi faire de sa vie, qu'il regrette avoir arrêté l'école si tôt, et Théodore n'ose même pas lui avouer que depuis, il a essayé d'entrer dans l'armée, que sa démarche a provoqué encore plus de moqueries de la part des militaires, et que depuis, il est devenu SDF, qu'il est épuisé, qu'il dort sous les ponts. Tout ça, il n'ose pas lui raconter. Les années suivantes, il a erré d'état en état, travaillant pendant un temps comme vendeur à New York, puis renonçant et retournant à Denver. En septembre 1941, Théodore a besoin d'une attestation de résidence. Et il a alors l'idée d'en demander une à Philip Peters, qui s'est toujours montré bon envers lui. Et c'est ainsi que tout a commencé. La colocation surprise. Théodore raconte: je suis arrivé dans le quartier en septembre 1941. J'ai trouvé la maison déverrouillée et personne à l'intérieur. Je suis rentré et j'ai volé un peu de nourriture. Je n'étais pas en forme, mes poumons me faisaient terriblement souffrir et j'étais au bout du rouleau. L'automne approchait et je ne pouvais pas affronter une nouvelle hiver sur la route. Je devais trouver un endroit où rester. Je ne savais pas que Madame Peters était à l'hôpital. J'ai trouvé le trou dans le placard, j'ai grimpé et j'ai dormi. J'ai dormi. Chaque fois que j'entendais du bruit en bas, je ne bougeais plus. Puis, je suis devenu plus audacieux et j'ai utilisé la pénombre pour me faufiler derrière lui de pièce en pièce. C'était une sorte de jeu et il me faisait frissonner. C'était la première fois que j'avais quelqu'un à ma merci, mais je ne voulais pas lui faire de mal. Ce grenier était misérablement chaud en été et mes pieds se figeaient de froid en hiver. Mais ça faisait partie du prix que j'étais prêt à payer. Je ne peux pas vous dire pourquoi je suis resté. Je suppose que c'était tout un monde pour moi. Ce qu'il raconte, c'est ce qui rend cette histoire complètement folle. Normalement, ça serait simple, hein. Un vieux monsieur réputé très gentil qui a courageusement travaillé toute sa vie se fait assassiner par un SDF squatter. Et il ne devrait rien avoir à dire de plus. On a clairement un gentil et un méchant dans l'histoire. Mais plus on écoute l'histoire de Théodore, plus on se demande si c'est véritablement un méchant. Parce que s'il avait vraiment voulu tuer Monsieur Peters par jalousie, il aurait pu le faire à chacune de ses visites. Mais il ne l'a jamais fait. Il a même pensé à lui plutôt pour faire son certificat. Parce qu'il le perçoit comme la seule personne qui peut réellement l'aider. Et puis, ce type qui vit un peu déconnecté du monde, dans des conditions horribles, sans domicile fixe, qui est malade, maigre, à faire peur, est-ce que c'est réellement un tueur horrible ou c'est juste un homme perdu, traumatisé, que ses années à l'extérieur ont laissé proche de la folie et de la paranoïa? Et voici la fin de son récit. J'avais l'habitude d'aller en bas et de regarder le facteur approcher. Personne ne m'a jamais écrit en 25 ans. Chaque fois que je vois des gens dans la rue, je les déteste et je retourne dans mon grenier. En les voyant tous si heureux et méprisants, j'étais content de retrouver cette sécurité. Tout aurait bien été et Phil Peters serait en vie aujourd'hui s'il ne m'avait pas surpris à voler la boîte de glace. C'était lui ou moi. Lorsque je suis descendue, je pensais qu'il était sorti, mais il faisait une sieste.
Je l'ai frappé avec le shaker en fonte quand il a essayé de courir pour demander de l'aide. Je ne sais pas s'il m'a reconnu. Cela faisait près de 30 ans qu'il ne m'avait pas vu. Une fois terminé, j'ai couru au grenier après avoir lavé et séché le shaker. J'étais assis sur la trappe lorsque vous avez tapé contre elle le soir où vous l'avez trouvée. Après sa confession, l'histoire de Theodore Coney a fait la une des journaux et il a été surnommé The Denver Spiderman, l'homme araignée de Denver, à cause de ses longs doigts minces et de ses manières un peu étranges. En même temps, vivre dehors pendant si longtemps, ça doit forcément vous faire prendre des curieuses habitudes. Theodore fut rapidement condamné à la prison à vie dans l'état du Colorado à Canyon City. Et finalement, la prison, c'est sûrement l'endroit où il s'est senti le plus à l'aise dans sa vie. Il y a des douches, des toilettes, des repas réguliers. Pour lui, son incarcération, c'est un peu comme une libération. Il se sentait plus libre au milieu des gardes armés, des barreaux et des miradors qu'il ne l'a jamais été lorsqu'il était dehors. Après tout ce temps passé sans toit au-dessus de sa tête, cette cellule, chauffée en hiver, lui semblait être un palace. Il est même devenu bibliothécaire de la prison de Canyon City. L'ancien joueur de mandoline était maintenant entièrement absorbé par la lecture. Et enfin rassuré, bien à l'abri du monde qu'il détestait, Theodore Edward Coney avait trouvé un endroit à lui. Incarcéré dans cet établissement le 18 novembre 1942, il est décédé à l'hôpital de la prison le 16 mai 1967 après 25 ans de détention, ne laissant derrière lui qu'une histoire si étonnante que l'on continue encore de la raconter plus de 50 ans après sa disparition. Voilà pour cette histoire du Spider-Man de Denver qui est énormément connue, je vous l'accorde, mais je tenais absolument à la raconter, surtout après avoir vu un film, Aftermath, inspiré de cette histoire entremêlée à une autre histoire vraie tout aussi creepy. Si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous le conseille vraiment. Mais aussi parce que on vient d'emménager dans une maison où il y a justement ces fameuses trappes et j'y ai pensé. Et je dois vous avouer que j'y ai jeté un petit coup d'œil. Dites-moi vous, après cette vidéo, si vous avez fait le tour de votre maison pour vous rassurer. Dites-moi aussi en commentaire ce que vous avez pensé de ce true crime, de si vous en voulez d'autres et si vous en voulez vraiment d'autres, lesquels. On choisira certaines affaires pour justement les travailler et vous les proposer. Sur ce, si vous voulez toujours votre dose de frissons, je vous conseille de vous abonner à la chaîne parce qu'on va continuer à en faire. Je vous dis à la prochaine. Ciao!